Bien, bonjour à tous. Merci pour votre venue. Je suis donc Jérôme Guirch, je suis le responsable des programmes Subdecom pour le campus de Nantes. Vous avez remarqué que nous étions dans les studios de Lille, que je remercie donc pour leur accueil, sachant que dans ce contexte, cette conférence, ce colloque sur le vidéo sur le web est diffusé en live streaming sur les 11-12 campus de Subdecom, puisque nous sommes le premier réseau d'écoles de communication. Donc nous pouvons saluer les villes d'Amiens, Lille, Montpellier, Grenoble, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Paris et Brest. Et Nice. Voilà. Donc bienvenue à ceux qui sont live streaming et bienvenue à vous qui êtes là. Pourquoi ce colloque ? Subdecom est une école généraliste. Nous formons des stratèges de la communication. Chaque année, nous organisons un colloque de ce type. C'est le 9e. L'an dernier, c'était sur tout ce qui était réseaux sociaux d'entreprise et communication interne. Cette année, web et vidéo. Pourquoi web et vidéo ? Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le digital révolutionne littéralement les rapports qu'on a à l'audiovisuel. Je vais laisser Vincent prendre l'animation sur toute la matinée. Merci d'être présent, merci d'être là. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Yvonique Bouillet, je suis un des cofondateurs des studios de Lille et donc je voulais vous souhaiter la bienvenue. Donc bienvenue à ce colloque, bienvenue à l'école Subdecom, bienvenue au public, bienvenue aux conférenciers dont certains je connais, je suis très heureux d'accueillir tout le monde. Les studios de Lille, en 2 mots, c'est un nouveau lieu nantais qui a été créé il y a à peu près 2 ans, qui est vraiment là pour créer du contenu et accompagner les marques et tous les porteurs de projets pour mieux communiquer. Donc ici, on est vraiment dans cette configuration, dans une configuration type que l'on apprécie particulièrement, c'est-à-dire organiser un événement qui est aussi filmé et diffusé en live pour avoir une expérience supplémentaire. Donc nous, ce qu'on appelle, c'est vous êtes ici en présentiel et puis il y a des gens qui sont en distanciel. Et donc on accompagne pas mal d'événements comme ça sur cette façon de trouver un nouvel élan et d'avoir beaucoup plus d'interaction et de public. Donc bienvenue à tous. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions sur les studios de Lille. Et bon colloque, c'est parti. Allez, donc c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue donc à cette matinale organisée, vous l'avez compris, par Subdecom Nantes sur le thème « Pourquoi la communication vidéo sur le web est-elle un enjeu majeur pour les entreprises ?» Nous avons le plaisir de vous recevoir ici puisque vous êtes pour très nombreux, en tout cas des professionnels de la communication et du marketing. Donc on l'a dit, la nouvelle aussi génération de communicants qui est avec nous via la web télé. Salut les amis, vous nous regardez un petit peu partout en France sur la web TV Subdecom. Nous sommes diffusés en ce moment en live streaming sur l'ensemble donc des sites de l'école en France. Une matinale qui va se dérouler en 2 temps. Alors, tout d'abord, la conférence en 2 parties avec nos experts. La première sur les exemples liés au marketing produit et aux problématiques institutionnelles. Puis la deuxième partie sur les expertises et conseils stratégiques pour réussir sa communication. À la fin de chaque partie, vous pourrez poser, vous ici dans le public, vos questions, mais aussi via Twitter avec le hashtag #CToCom. Alors bien sûr, je pense à nos entreprises partenaires qui nous regardent en live streaming, à nos étudiants aussi, donc n'hésitez pas. On a Mehdi qui est là donc sur le canapé, qui reçoit toutes les questions venues de toute la France pour nos experts. Et à la fin de la conférence, eh bien, Jérôme Guirch vous présentera les ateliers animés par nos experts pour prolonger la discussion sur cette thématique des enjeux et perspectives de la vidéo numérique. Et vous pourrez d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous inscrire pendant la pause gourmande. Allez, c'est parti. On va maintenant donc accueillir, on va partir les pile 9h30. C'est parfait. On va donc accueillir maintenant nos 2 premiers experts. On va parler avec eux marketing produit et l'importance de la vidéo dans le débat politique et l'action citoyenne. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir chaleureusement, parce que c'est jamais facile de démarrer, Gérald Sergent, qui est directeur studio photo chez Gémeaux, et Arnaud Renou, responsable du pôle projet de communication espace public à Nantes Métropole. Messieurs, bonjour et merci de votre présence. Un micro chacun, installez-vous. Allez, je vous propose de démarrer avec du marketing produit. Donc, on va démarrer avec vous, Gérald. Vous travaillez donc chez Gémeaux. Quels sont les objectifs du digital, de la vidéo digitale donc, pour la marque Gémeaux? Alors, je vous propose de répondre à ces questions, en commençant par 2 vidéos que nous allons regarder ensemble, orientées donc pub. On regarde.
J'aime Gémeaux. Top shoes, baggy dresses, hot teeny bikinis, top so classic chic, hot my fancy dresses. I come in, pick you up, nothing can stop me. Shopping trip, shopping fan, nothing can stop me. And I always go to Gémeaux because I wanna shop as I want. This is the only fashion place. Follow me, follow me. Shake it, shake it, move your fancy. I'm so cool in my clothes. I've got a secret, yeah, yeah, yeah. I come in, pick you up, nothing can stop me. Shopping trip, shopping fan, nothing can stop me. Woo! I've got a secret, yeah, yeah, yeah. Alors Gérald, c'est vous qui avez sélectionné ces deux vidéos. On a vu la pub et le making-of. Pourquoi avoir choisi ces vidéos pour démarrer cette conférence sur le thème de la vidéo dans le web? Alors bonjour à tous Sub de Com, bonjour à vous tous ici présents sur les chaises. Alors il y a une petite erreur quand même parce qu'il y a deux publicités et pas de making-of. D'accord, ok. Alors c'est Voilà, comme ça donc qu'on pour me les a vendus, moi. Hein, ouais, attention. ouais. Non, il faut savoir que là il y a deux publicités qui sont proposées. Alors pour la petite histoire, Gémeaux a lancé sa première publicité en fin 2011 avec la volonté de diffuser la publicité sur la chaîne hertzienne. L'objectif était clair, il y avait un changement d'agence de com avec un nouveau slogan, l'accent sur la mode, l'accent sur le prix. D'accord. Donc on peut voir en fait dans la vidéo deux plans, les deux derniers plans sont sur des close-up produits. Une blouse à 9,99 et une chaussure. Ok. Donc le premier objectif, c'était clairement d'améliorer notre notoriété. Voilà, je pense que les chaînes hertziennes et la publicité est un gage de qualité. Aujourd'hui, voilà, c'est des millions de téléspectateurs face à la pub télé. Aujourd'hui, on est devant notre pub télé, mais aussi avec notre iPad et notre iPhone. On a clairement vu que quand on a lancé ces pubs télé, on a vu des pics d'activité sur le site. C'était clair et net. La deuxième chose, c'était asseoir notre positionnement mode et asseoir notre positionnement prix. D'où l'accent sur la mode, l'accent sur le prix. Alors, asseoir notre positionnement mode, c'était en mixant le produit et des images inspirationnelles, comme vous avez pu le voir. Donc, le produit, la blouse et la sandale, dans un univers qui était ici une thématique qu'on avait appelée Roots. D'où, voilà. Et donc, ensuite, le dernier objectif, c'était d'améliorer notre visibilité sur la toile en postant cette vidéo YouTube sur Internet, en la partageant sur Facebook et aussi améliorer notre visibilité, bien sûr, en magasin. Et quelle cible était visée? Alors, la clientèle Gémeaux, à ce moment-là, c'était plutôt du 35-45. Là, c'est clairement l'attaque était plutôt sur une cible à 18-25. Fashionista, petite blogueuse qui aime la mode, qui aime s'habiller pas trop cher non plus, à pas cher. Donc plutôt entre guillemets des étudiants ou beaucoup de personnes dans la salle ici à qui ça parle, je pense. Et voilà, c'était la cible. C'était le 18-25 ans. Alors justement, vous avez cité le mot de blogueuse. Alors pour augmenter l'image de vos produits, vous utilisez les blogueuses. Alors il y a deux blogueuses qui s'appellent Caroline et Safia qui ont une chaîne YouTube qui comptabilise plus de 750 000 abonnés. Et je vous propose de regarder ce que ça donne. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes Caroline et Safia de la chaîne Caroline Safia. Et aujourd'hui, on revient avec vous pour vous présenter nos derniers achats soldes chez Gémeaux. Donc on a fait un peu des folies et on a déniché des super trucs. Donc restez avec nous si vous voulez voir ce qu'on a trouvé. Le premier article que j'ai trouvé, c'est un pantalon. Donc il est prune et c'est un 7/8e. Donc qui va arriver au niveau de la cheville. Et il est assez... Caroline et Safia font partie des 5 blogueuses, chaînes YouTube les plus influentes en ce moment en France. Pourquoi avoir fait appel à elles? Oui, alors c'est entre guillemets un partenariat. Ici, il y a une collaboration de 2 blogueuses. Clairement, c'était de profiter de leur aura sur la toile. Voilà, comme vous l'avez dit, elles sont énormément suivies. Donc, c'était créer de la viralité dans un premier temps. Faut savoir que toutes ces blogueuses postent énormément de choses sur leur compte. C'était placer Gémeaux au cœur des blogueuses aussi. Et on va dire surtout, quelque chose à ne pas oublier, c'est que la blogueuse aujourd'hui est un porte-parole
elle est une icône presque en fait. Bon, on l'a vu d'ailleurs avec Enjoy Phoenix, Oui. qui est très connu de la cible 15-25. Alors bon, j'ai quand même une petite question un peu poil à gratter, puisque d'après Le Monde, le journal Le Monde, la direction générale de la répression des fraudes devrait sanctionner plusieurs youtubeurs pour publicité dissimulée donc avant l'été. Comment est-ce que vous allez gérer ça? On ne sait pas encore. D'accord, On sait voilà, pas au moins encore. c'est cash. Comme je l'ai dit, là-dessous, il y a un contrat. Voilà, l'objectif, c'était de créer la proximité entre la marque et la blogueuse. Voilà. Et l'objectif recherché par rapport à la pub télé en soi? Oui, c'est des objectifs complètement différents. Un, c'est vraiment de la notoriété, et l'autre, c'est vraiment améliorer la visibilité sur la toile et recruter de nouveaux clients, surtout une clientèle plus jeune, pour pas que la marque vieillisse avec sa cible, tout simplement. Et c'est diffusé, donc, parce que toutes les vidéos que vous faites sont diffusées sur les différents réseaux sociaux. Vous les gérez comment ces réseaux? Alors, on a une community manager en interne qui s'occupe justement de cadrer notre positionnement d'image. Parce que c'est vrai que quand on donne en fait le droit à 2 blogueuses de parler de produits Gémeaux, derrière, il y a quand même une partie du juridique. On ne peut pas non plus les laisser faire ce qu'elles veulent. Ouais. Donc il y a des choses qui sont cadrées, il y a un brief. Et le but, c'est du placement produit, mais en restant sur l'image Gémeaux et les valeurs de la marque. Ouais. Mais c'est cadré par la community manager. C'est quand même cadré, ouais. Voilà. Alors, vous faites quand même aussi des vidéos en interne, axées cette fois-ci service client. Je vous propose de regarder donc une vidéo conseil sur le look à adopter le week-end. Ça va vous intéresser, les filles. Top shoes, body dresses, hot teeny bikinis, top so classic chic, hot my fancy dresses. I come in, pick you up, nothing can stop me. Salut les internautes. Aujourd'hui, je vous propose de partir en week-end, mais pas avec moi. Par contre, je suis là pour vous aider à choisir quoi mettre dans votre valise. 3 looks pour partir à la campagne. On y va. Devenu un basique du vestiaire d'hiver, le gilet oversize, à l'imprimé ethnique, est le compagnon indispensable d'un jour de grand froid. Pour le rendre plus chic, ceinturez-le taille haute et enfilez un legging enduit et fait cuire. Complétez votre look avec une des pièces fortes de cette saison, une paire de boots fourrés façon trappeur qui vous accompagnera tout l'hiver. Pour sortir faire une balade, rien de tel qu'un manteau empolléné, ultra confortable. Et pour ajouter encore plus de douceur et de Bon, les filles, j'espère que vous avez pris des notes. On rediffusera la vidéo entièrement tout à l'heure, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous êtes au four et au moulin, j'ai l'impression. Vous savez tout faire, Gérald. Alors, c'est pas mal. ouais, pour la petite histoire, en fait, quand j'étais en dernière année d'alternance à l'école Sup de Com et chez Gémeaux, ça a été un peu mon projet, c'était de lancer le Focus Mode. Alors, en 2011, on parlait de chaîne YouTube, mais on parlait de YouTube, mais on ne parlait pas de chaîne YouTube pour une marque. C'est-à-dire que la chaîne YouTube devient en fin de compte la télé de la marque. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas lancer les Focus Mode. Il y avait surtout quelque chose qui était dans les rouages, c'était surfer sur la tendance du conseil mode. Alors pour ne pas citer, on connaît, comment ça s'appelle avec Christina? Oui, c'est... Ça s'appelle comment? Les reines du shopping. Les reines du shopping, voilà, ah oui. Donc les reines du shopping cartonnées, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un focus mode de la même manière? Alors là, les objectifs sont vraiment différents. Sur la blogueuse, on est sur du push produit, on reste sur le produit, on est là pour vendre du produit via la blogueuse et via la viralité qu'elle peut transmettre. Là, on est sur du look. On essaye de faire du push produit, mais sur un look et dans un contexte. Tout au long de l'année, il y a des temps forts de communication. Il peut y avoir, il pleut, on va parler des bottes, machin. À ce moment-là, vu l'état de ma chemise, c'était la campagne. Donc c'était partir à la campagne. Donc on était vraiment sur le printemps, sur les longs week-ends. Donc on était sur des objectifs produits complètement différents. Et voilà. Douce, oui, j'ai un peu au four au moulin. Ouais. Mais non, je le fais plus. C'est dommage, vous êtes parfait. Ouais, c'était sympa. Vous êtes parfait. Allez, on va regarder un dernier exemple. Vous utilisez la vidéo sur le web pour le lancement de produits. Donc on a parlé mode, on va parler maintenant sport.
Allez, 5 exemples donc, de vidéos Gémeaux que vous avez sélectionnées. On voit bien que c'est ancré désormais dans l'ADN de la marque. Ça fait combien de temps que vous utilisez la vidéo à peu près ? Depuis... Alors, on va dire qu'il y a eu 2 changements notoires. Le premier, ça a été donc, le lancement de la pub télé. Et alors, le lancement de la pub télé a été le premier. Et ensuite, on va dire la refonte du site internet qui permettait d'accueillir la vidéo de manière plus ergonomique dans nos pages. Voilà, donc ça a été les 2. Et puis surtout, la volonté de l'entreprise de positionner le digital au cœur de sa stratégie multicanal. Donc on va dire que ça fait vraiment depuis fin 2011. Et sur ce dernier spot, c'est une des dernières vidéos qu'on a pu créer. On est sur un objectif, pareil, beaucoup plus d'ambiance. On est là pour recruter de nouveaux clients via la tendance qu'il y a autour du CrossFit, mais aussi de cibler notre clientèle un peu plus sportive. Voilà. Donc après, et puis de proposer surtout, de démontrer aux clients que Gémeaux fait aussi du sport fashion et du sport technique. Donc on est sur découvrir notre nouvelle gamme. Donc on va dire donc sur la vidéo 5 ans et au fur et à mesure ça se peaufine. Alors quand on parle marketing produit, je sais que tout à l'heure on en a parlé en off, ce sont les retombées. C'est-à-dire qu'on a envie de savoir par rapport à la viralité d'une vidéo sur le web, quelles sont les retombées qu'on peut espérer. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ou pas? Mais ne serait-ce quand je ne parle pas de chiffre d'affaires, hein, je parle de traffic management. Alors si je pourrais avoir des chiffres, je peux pas tout vous donner. C'est dommage. Après, bon, clairement, je peux faire une pub télé, c'est énorme, c'est des millions de spectateurs qui voient la pub télé. C'est simple, quand le spot passe sur les chaînes à des heures de grand audimat, on voit clairement le site dans Google Analytics, on voit clairement la fréquence du site qui augmente et les retombées produits, les retombées en termes de chiffre d'affaires sur le produit sont bonnes. Après, tout dépend forcément du produit qui a été sélectionné et de la manière dont on l'a inclus dans l'inspirationnel, dans la thématique. Après, en termes de... Les vidéos pub télé qu'on poste sur YouTube ont des bons scores en termes de vues. Les vidéos... Alors, si la vidéo est diffusée sur Facebook, sur le site, et qu'elle est en newsletter et qu'elle est bien intégrée dans une page CMS autour d'un univers produit, que tout arrive en même temps, il y a de la force. Là, on va dire qu'il y a une stratégie vraiment multicanal et puis que tout part en même temps, en arrière de caisse de magasin, en pub télé, au spot. Voilà. Là, ça marche. Par contre, quand on poste une vidéo comme l'accent mode, à la fin comme l'accent mode sport, et qu'on la poste que sur YouTube, et que derrière, il n'y a pas véritablement de communication, les retombées sont pas bonnes. Donc je pense que les retombées jouent forcément par rapport à la stratégie qu'on a mis derrière et de la manière dont on la communique et sur quel support et pourquoi est-ce qu'on communique cette vidéo et à quelle cible on l'adresse, quoi. Voilà. Mais si on la poste essentiellement sur YouTube, c'est assez médiocre. Eh bien, merci en tout cas. Applaudissements s'il vous plaît pour Gérald Sergent, directeur photo chez Gémeaux. Alors on va passer du tout au tout puisque maintenant on va parler collaboratif, on va parler social, participatif, on parle même aussi d'intelligence collective. Ce sont les maîtres mots qui caractérisent le message que veut envoyer par exemple une collectivité à ses citoyens. Vous placez, vous en tant qu'institutionnel, le citoyen au cœur du débat politique grâce à des vidéos virales sur le web. Quand l'émetteur devient aussi récepteur, lorsqu'il envoie un message avec la viralité sur ces vidéos, on va parler de ça avec vous. Arnaud Renou, vous êtes responsable du pôle projet de communication espace public à Nantes Métropole. En quelques mots, c'est quoi le rôle de votre service, Arnaud ? On va faire un grand écart là, hein, quand même. On passe de Gémeaux à Nantes Métropole, oui, effectivement, donc, on passe du tout au tout là. C'est 360 degrés. Notre rôle à nous, c'est d'expliquer le projet de la métropole. Il y a des élus qui ont été élus avec un programme. Ce programme se vit sur le territoire de la métropole. Il se traduit par des projets. Ça peut être des projets de construction de logements, d'équipements. On pense à une nouvelle gare, à un nouveau CHU, et on est là pour expliquer ces projets et les expliquer à tous les habitants de la métropole, sachant que certains de ces projets se font avec les habitants en mode co-construction et en mode participation. Alors, on va quand même répondre aux questions. À quoi sert une vidéo pour les institutions, quels sont les objectifs stratégiques. Alors, vous avez aussi donc, sélectionné des vidéos. On va répondre à toutes ces questions grâce à ces différentes vidéos que vous avez sélectionnées. On va commencer, si vous voulez bien, avec la Loire et nous. C'est le débat citoyen, on regarde.
Ça y est, nous y sommes. C'était aujourd'hui la dernière journée citoyenne clôturant le grand débat Nantes, la Loire et nous. Ce samedi était le point d'orgue du débat. Alors expliquez-nous pourquoi avoir choisi cette vidéo. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on me le rappelle dans l'oreillette, n'hésitez pas sur Twitter, hashtag #CTouCom, si vous voulez poser vos questions. Mehdi est là, on fera donc toutes les questions à la fin de la première partie avec Gérald et avec Arnaud. Voilà, donc n'hésitez pas, hashtag #CTouCom, vous qui nous regardez en live streaming sur la web TV Sub de Com, donc c'est aussi entreprise partenaire. Donc on vous attend via Twitter. Arnaud, expliquez-nous c'est cette vidéo, la Loire et nous. Tout d'abord, le grand débat Nantes-la-Loire et nous, c'est un grand débat citoyen qui a été lancé par la présidente Johanna Roland avec les 24 maires de Nantes Métropole. Un grand débat qui doit définir le devenir de la Loire, ses usages. Et donc à partir de là, il y avait une commission du débat, il y avait un site internet dédié. Et sur ce site internet dédié, on a mis en place un certain nombre d'outils, notamment des outils de participation, de contribution et des outils de vidéo. Donc on a utilisé la vidéo pour expliquer le débat, pour rendre compte de l'actualité, rendre le débat transparent, puisqu'il y avait quand même une volonté de construire, et puis inciter les habitants à participer. Et la journée citoyenne du 30 mai, c'était la journée de conclusion. Donc on a fait une vidéo de conclusion du grand débat qui a été mise sur le site internet. Et sur le site internet du grand débat, on a utilisé 2 types de vidéos pour faire simple et court. Des vidéos classiques avec la Loire en fond de décor. Moi, j'appelle ça des images un peu thalassa. Et puis en plus, on a utilisé un peu le côté motion design qui est nouveau pour nous en termes de collectivité, où là, on avait besoin de rendre le sujet dynamique. Et pour ça, on a fait appel à une société de production audiovisuelle nantaise dans le cadre d'un marché public, M-Stream, et qui nous a fait tout le travail de motion design avec lequel on a travaillé sur toute la durée du débat, puisque le débat a duré 8 mois. Donc 8 mois de production audiovisuelle, pas quotidiennement, mais de bonne qualité, de bonne quantité. L'objectif, c'est aussi la transparence. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de transparence en même temps. Tous les hommes politiques, tous les partis veulent être transparents, c'est aussi ça. C'était le premier défi, c'était d'être crédible sur un grand débat. Quand vous lancez un grand débat citoyen, il y aura toujours des gens qui vous diront les choses sont déjà faites d'avance, on connaît les conclusions. Ce n'était pas le cas. Il y a beaucoup de sujets qui étaient déjà connus et travaillés par les services de Nantes Métropole, mais le débat a enrichi, les citoyens ont enrichi le débat et nous, on devait rendre compte de ce travail. Et pour ça, on doit être transparent. C'est pour ça que, par exemple, sur le grand débat, sur le site internet, on avait des auditions d'experts. On a décidé de les filmer, de les capter, de rendre l'intégralité de ces auditions publiques, diffusables sur le site internet. Et puis, on avait des sujets courts également, parce que souvent, on était sur des formats un peu longs. Si on avait envie d'avoir 40 minutes avec l'urbanisme de l'île de Nantes, on pouvait. Mais on avait une version simplifiée en 3 minutes également. Alors, on va maintenant parler de Plume. C'est quoi Plume ? C'est un gros mot. C'est dans le jargon de la métropole, on a des gros mots. Alors ça s'appelle le PLUM, c'est le plan local d'urbanisme métropolitain. Pour faire simple, c'est le territoire. Demain, vous avez besoin de construire ou d'agrandir votre maison. Vous voulez monter une entreprise, vous cherchez une parcelle. Il faut regarder si vous pouvez construire. Pour ça, il y a un outil qui s'appelle le PLUM. Alors le PLUM, il a des petits frères gros mots. Ça s'appelle le PADD, le SCOT, le PLH. C'est tous les outils de la politique métropolitaine qui sont mis en scène sur le territoire de la métropole. Et le petit film qu'on va voir, c'est un sujet qui a été réalisé dans le cadre d'une réunion publique où on avait besoin d'expliquer ce gros mot en rentrant en phase concertation. Bien entendu, il fallait donner envie aux gens de participer. Donc on a également réalisé des vidéos qui ont été mises sur un site internet dédié également, puisque sur chaque projet, on a aujourd'hui des sites internet dédiés où les gens peuvent contribuer. Alors c'est de l'information citoyenne et ça donne ça, regardez. Les enjeux globaux en termes de mobilité. Le monde connaît une évolution paradoxale. Les individus voyagent de plus en plus, mondialisation économique, tourisme, et trouvent une offre de moins en moins chère. Quelles ont été les retombées par rapport à cette vidéo? C'est de l'information citoyenne, je viens de le dire. Les retombées directes? Alors là, ces vidéos, elles avaient un objectif précis, c'est-à-dire qu'on avait demandé aux habitants de la métropole de participer. Donc, en gros, un habitant de Saint-Herblain disait « j'ai envie de participer ». On lui donnait rendez-vous 4 fois en 15 jours. En un mois, il avait 4 rendez-vous avec nous, le jeudi soir, dans une salle à travailler. Et il avait besoin de se mettre en mode réflexion. Donc la vidéo lui était envoyée avant et ça lui permettait en même temps de comprendre le sujet sur lequel il allait réfléchir à 18h. Parce que faire participer des habitants, c'est intéressant, mais en même temps, il faut les mettre en capacité de participer, de contribuer. Il ne s'agit pas de donner rendez-vous aux gens à 18h et puis leur dire c'est quoi l'avenir de la métropole. Il faut leur donner des sujets. Donc il y avait 4 thématiques, l'habitat, l'environnement, le développement économique et les transports. Et donc notre travail à nous, c'est de les rendre ces sujets compréhensibles de différentes manières. Et la vidéo courte, puisque là c'était des vidéos de 3 minutes, alors pour nous c'est court, on n'est pas sur des vidéos aussi courtes que M. Gémeaux, mais en même temps c'était pour nous intéressant de pouvoir faire ce type de travail. Alors maintenant on va regarder une autre vidéo concernant le PLUM, cette fois-ci c'est la météo
plume. Alors ça, c'est rigolo parce que généralement, les institutions s'interdisent de faire trop dans l'humour, mais vous arrivez quand même à faire dans l'originalité et c'est franchement pas mal. Regardez. Bonjour, je suis Alexandra et je vais en compagnie d'Armel Caillon vous présenter les cartes du Plume, le plan local d'urbanisme métropolitain. Bonjour Armel. Alors vous avez fait appel à des comédiens. Donc, là où on parle de pédagogie, on reproche parfois aux institutions dans leurs vidéos de manquer de pédagogie. Et là, vous vous êtes dit, allez, hop, on fait appel donc à un présentateur, un comédien, comédienne, et on va faire la météo du Plume pour expliquer en fait ce qu'est le Plume. Le Plume, c'est compliqué. C'est un outil. Pour faire simple, le Plume, c'est 12 kilos de documents. Voilà, donc il vaut mieux en faire une vidéo, effectivement. C'est plus simple. 12 kilos de documents à traduire en termes de communication, c'est compliqué. Et parmi ces documents, il y a des cartes. Et les cartes, elles sont indispensables, parce que c'est les cartes qui permettent de définir les endroits où on peut construire demain et aménager. Derrière les cartes, il y a des techniciens de la métropole. La personne que vous voyez, Armel, c'est un technicien, c'est le monsieur Plume. C'est lui qui fait les cartes de la métropole avec son équipe. Donc un jour, on va le voir et puis on lui dit, écoute Armel, il faut que tu nous expliques le Plume, là c'est trop compliqué, tu le fais comme si c'était pour mon fils et on verra. Donc il a commencé à nous raconter l'histoire et puis on s'est dit, on va le faire en vidéo. Et puis c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, on va s'amuser un tout petit peu, parce que notre métier, c'est aussi de s'amuser un tout petit peu. Et si on peut faire un peu de pédagogie amusante, pourquoi pas, avec des moyens à respecter, bien entendu. Donc on a dit, on va faire une carte du Plume et on va la mettre sur le site internet dédié et elle nous servira également en réunion publique. Donc on a fait appel à Armel chez nous et puis à Alexandra, qui est une comédienne, et on a fait ce travail où on s'est amusé avec un fond vert. Donc ça a pris une grande journée de travail, d'écriture assez précise, parce que sur le Plume, on ne peut pas raconter n'importe quoi, c'est quand même des outils très réglementés. Et donc on a fait ce travail, et ça nous a permis d'avoir une vidéo pédagogie, parce que notre métier à nous, aujourd'hui, il est de plus en plus dans la pédagogie, quoi. On sent que notre métier, alors moi ça fait 20 ans que je travaille dans ce métier-là, on a évolué, et on est de plus en plus dans la nécessité d'expliquer et de faire de la pédagogie. Alors ce qui est important de préciser, c'est qu'on est à Nantes, qu'on nous regarde en live stream dans toute la France et que le Plume concerne en fait tout le monde dans toutes les villes de France. C'est vrai que c'est important aussi de resituer parce qu'on a l'impression de faire du Nantes au Nantais, mais pas du tout en fait. Là, ce que vous dites est valable pour Lyon, pour Lille, pour Marseille, pour Paris. Et Paris, par exemple, a également un Plume en cours de révision. Ils ont un site internet dédié. Et si vous allez sur ces sites internet, vous verrez pour certains de la vidéo, d'autres pas de vidéo. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, sur le Plume, on a décidé de le traduire en outil vidéo parce qu'on en a besoin pour expliquer un mot un peu compliqué quand même pour l'habitant de la métropole. Alors maintenant, on va s'attaquer au CHU, le CHU de Nantes. C'est vrai que vous le savez, pour les Nantais et même ceux qui habitent en Loire-Atlantique, le CHU de Nantes a fait une grande rénovation. D'ailleurs, c'est terminé. Il est fini. Là, j'ai entendu dernièrement, il est au niveau de la réno. Si, il est terminé. Le CHU actuel, mais le futur CHU, celui qui va aller sur l'île de Nantes. D'accord, ok. Vous pourrez y aller. Non, mais là, parce qu'ils ont commencé à rénover les urgences, donc ça, c'est terminé. Maintenant, vous avez fait une vidéo pour expliquer donc le futur CHU. C'est ça? Alors là, c'était dans le cadre d'un partenariat sur le transfert du CHU qui va venir sur l'île de Nantes. C'est une pièce importante du territoire puisque c'est 10 hectares, d'accord? Donc ça va arriver en 2023-2025. On a une conférence de presse où on doit dévoiler le projet. C'est le projet majeur de la collectivité et du mandat, mais de tout le monde, puisque c'est un projet quand même 10 hectares, 976 millions d'euros. On a une conférence de presse avec le CHU, on a une conférence de presse avec l'État, on a une conférence de presse avec tout le monde. Et là, notre travail à nous, dans un groupe de travail constitué des communicants du CHU, de la Samoa qui accueille le CHU sur l'île de Nantes, c'est de faire un travail de pédagogie et d'expliquer où va s'installer le CHU, puisque c'est un sujet quand même qui est dans l'actualité. Il y a des pour et il y a des contre. Notre travail, c'est de le présenter, de l'expliquer, sachant qu'on va avoir ce jour-là, en plus, la révélation de la future enveloppe architecturale avec les architectes qui ont été désignés. Et c'est la première fois qu'on présente le CHU aux habitants et à la presse. Et on regarde ce que ça donne. Un extrait. Un nouvel hôpital dans la ville, au cœur de la métropole nantaise. Fonctionnel, intégré à la ville, accessible à tous, respectueux de son environnement, tel se conçoit l'hôpital de demain. Profitant de l'opportunité rare. Alors ce qui est important de préciser, c'est qu'en fait vous utilisez vos vidéos, parce qu'on est vraiment dans l'action citoyenne, dans le débat public, vous utilisez vos vidéos à la fois sur le site internet, sur les réseaux, mais aussi dans les débats publics, les réunions publiques. Oui, cette vidéo-là, elle a eu plusieurs usages. Premièrement, elle a été faite pour la conférence de presse du 1er juillet, donc elle a été diffusée en avant-première le 1er juillet lors de la conférence de presse, en présence de tous les acteurs. Ce qui est intéressant, c'est que les journalistes présents ont souhaité la récupérer pour la mettre sur leur site internet, alors que d'habitude, on donne juste un dossier de presse. Là, ils ont voulu récupérer la vidéo.
D'où l'importance de la vidéo et après de la viralité de ce qu'elle donne et les retombées, ouais, effectivement. Après, elle a été diffusée dans le cadre d'une exposition organisée par la Samora qui a duré 5 mois. Elle a été donnée également au service communication du CHU qui l'a utilisée pour des réunions en interne puisqu'il fallait présenter à tous les salariés du CHU le futur CHU sur le site internet de la ville, de Nantes Métropole, et à tous ceux qui le souhaitaient. Alors on a parlé du CHU, maintenant on va parler des quartiers parce que vous occupez forcément des espaces publics, donc la rénovation des quartiers. Et à Nantes, alors pour celles et ceux qui habitent à Nantes, il y a la rénovation le Grand Bellevue. C'est un peu l'équivalent, on va dire, du quartier Confluence à Lyon. On va regarder la vidéo. Chapitre 1. Un seul projet sur les 2 communes. C'est essentiel pour les habitants. Parce que comment comprendre que d'un côté du trottoir, on ne raisonnerait pas de la même manière que de l'autre côté? C'est une question d'efficacité. Et puis, c'est mutualiser les talents. Alors, c'est avec quel but? Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on doit rénover donc, un quartier comme celui-ci, ça regroupe plusieurs communes. C'est avec quel but? Alors, ça regroupe les communes de Nantes et de Saint-Herblain. C'est un projet métropolitain. Et là, la difficulté, c'est qu'on est sur un grand secteur qui fait à peu près 20 000 habitants. C'est un quartier qui rencontre des difficultés et donc on a besoin de l'expliquer de façon simple. On sait que l'écrit ça fonctionne mais ça n'intéresse pas tout le monde, donc on a fait de la vidéo et on est en train de mettre en place une borne multimédia qui va tourner dans l'ensemble du quartier avec des vidéos à l'intérieur de cette borne consultable et qui seront également remises sur nos sites internet à nous. Et on va utiliser également ces vidéos dans le cadre d'une réunion publique qui a lieu là dans 15 jours. En réalité, le contenu que l'on a produit, on s'en sert, on l'utilise sous différentes formes et ça permet aux habitants qui ont peu de temps et qui n'ont pas envie de lire et qui sont moins adeptes de la lecture de découvrir le projet. Donc là, on a une parole de notre présidente, mais on a également une parole de l'urbaniste. Donc à chaque fois, on essaye de rendre le sujet pédagogique. Alors j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que la vidéo sert à revaloriser l'acte politique et l'engagement citoyen, vous en tant que professionnel? Oui, elle le sert, puisque d'abord, pour nous, elle sert comme un objet de transparence. On a quand même beaucoup d'actions politiques et publiques sur lesquelles il faut rendre notre projet clair, pédagogique et transparent. Quand on fait de la concertation, il y a quand même un début, une fin et une conclusion. Donc la vidéo sert à ça, notamment à rendre compte. En plus, elle donne une image un peu dynamique de la collectivité. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, nous, on a essayé sur nos sujets, notamment avec le motion design, de rendre les choses un peu dynamiques. On est sur des problématiques qui ne sont pas simples à expliquer. Quand on fait le plume, c'est pas simple de tourner des vidéos sur les 24 communes. On ne va pas mettre 24 clochers, donc c'est vrai que le motion design peut nous aider. On ne va pas mettre 24 supermarchés. Donc c'est vrai que d'essayer de rendre les sujets de façon claire, pédagogique et un peu dynamique, ça nous aide. Donc évidemment, ça contribue à une image et à un style de la métropole, comme il existe un style chez Gémeaux, une identité visuelle, une identité graphique, et on essaie de le travailler en lien avec tous nos autres supports. La seule chose que je voudrais juste rajouter en conclusion, c'est que la vidéo, elle est complémentaire d'autres outils de communication. Nous, on fait également du journal. On a un journal municipal, un journal communautaire, des plaquettes. Donc, il faut, comme le disait mon collègue, il faut avoir une vision globale de ce que l'on fait. On ne fait pas que la vidéo, on fait la vidéo dans un processus global avec une vraie stratégie de communication, avec des cibles à toucher. Ouais, ce qui est important, c'est que la vidéo, elle transmet de l'émotion, en fait. Et que ce soit du produit ou que ce soit de l'institutionnel, on ne triche pas avec la vidéo, on triche beaucoup moins qu'avec la photo et on explique des choses. C'est quelque chose qui est beaucoup plus humain. Et d'ailleurs, alors on ne triche pas, on peut tricher avec la vidéo, mais ça demande des compétences très spécifiques que toutes les entreprises n'ont pas forcément. Mais c'est surtout qu'on parle aux clients avec. On est sur l'émotionnel. Et oui, on est sur l'émotionnel et surtout parce qu'on y ajoute aussi de la musique, on y ajoute des sons et toutes ces choses-là font que, voilà, que ça transmet quelque chose, un vrai message. Enfin, je trouve. Ah non, mais c'est vrai. Vous avez complètement raison. Alors, juste à noter, c'est qu'on vous a diffusé de très courts extraits parce que c'est un peu tambour battant pour cette matinale, parce que derrière, il y a les ateliers, et puis après, on va vous libérer pour la pause déjeuner. N'hésitez pas à aller sur le site de Nantes Métropole pour retrouver, bien sûr, toutes les vidéos que nous avons diffusées. Et puis, bien sûr, aller sur chaîne YouTube Gémeaux et autres Facebook et Twitter pour retrouver toutes les vidéos, et même pour les filles blogueuses, Caroline et Safia, forcément, n'hésitez pas pour les looks. Maintenant, merci, en tout cas, applaudissements s'il vous plaît pour Arnaud et Gérald. Alors, les questions. On va commencer donc les questions. Qui a des questions? N'hésitez pas, vous levez la main, on vous donne un micro et c'est parti. Alors, je vais juste changer de micro parce que je vais pouvoir me déplacer. 1, 2, 1, 2, c'est bon. Voilà. Alors, on va commencer par une question du public, après on enchaînera avec une question Twitter. Qui a une question à poser? J'enchaîne directement avec le Twitter. Mehdi. Alors, Mehdi, dis-moi.
Alors, il y avait face aux vidéos directement intégrées sur Facebook, YouTube risque-t-il de perdre en intérêt pour les marques? Ah, alors ça c'est une question pour Gérald. Alors, face aux vidéos intégrées directement sur Facebook, YouTube risque-t-il de perdre en intérêt pour les marques? l'intégration des vidéos sur Facebook par rapport à YouTube. Voilà, ça c'est une question, ça a l'air de l'emballer, mais alors direct. Non, mais parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, après c'est purement personnel. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'intégrer une vidéo que sur un support de communication, parce que voilà, la force communicationnelle est moins importante. On peut cibler un support et parler un message à... Mais non, je pense pas que YouTube sera pas du tout... non, parce que déjà sur YouTube, ça nous permet d'enregistrer plusieurs vidéos et vraiment d'alimenter une chaîne YouTube. Quand je parle de chaîne, c'est vraiment je vais me connecter et je vais aller regarder des vidéos pendant 1 heure à 1 heure et demie sur mon canapé parce que je trouve ça amusant. Je pense que sur Facebook, on est sur un mix d'images, mix d'informations et de vidéos. Et du coup, la vidéo s'absorbe dans beaucoup de messages, alors que sur YouTube, on est vraiment sur un objectif. Donc non, je ne pense pas que Facebook prendra la place de YouTube. Par contre, la vraie question, c'est photo, vidéo, qui mangera qui? On vient de voir avec l'iPhone 6 dernièrement la photo qui s'anime en vidéo sur 1 seconde derrière. Un caméraman dernièrement me disait moi, ma caméra elle a tellement une résolution que je fais capture d'écran et je l'imprime en 4:3. À quoi il sert le photographe? Merci. Ouais, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Ah, c'est un professionnel, c'est un expert. Hein. Alors, question du public. Est-ce que vous avez une question? Soyez pas timide, je sais que la première question est toujours la plus difficile. Ah, mais Jérôme, pas de souci. Non, ma question est simple. Quand on regarde les 2 exemples de vidéos, que ce soit du côté Nantes Métropole ou du côté Gémeaux, on a le sentiment qu'il y a des vidéos qui sont complètement externalisées, avec un travail de vidéaste, de professionnel en back-office, et qu'il y a d'autres vidéos, comme par exemple l'Assemblée publique sur le débat sur la Loire, où on a l'impression que c'est plutôt fait en interne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir interne, externe. À Nantes Métropole, nous, on travaille avec des marchés publics. Donc, nos vidéos sont faites à l'externe. Toutes. Aujourd'hui, par contre, nos journalistes de Nantes Passion ou le journal de Nantes Métropole, quand ils partent en reportage, ils peuvent repartir avec une GoPro de temps en temps et faire des petits sujets très courts. Mais c'est un autre produit, quoi. Je veux dire, quand on est dans l'explication et la pédagogie, comme on a fait sur le CHU, le grand débat, il y a quand même une exigence de qualité du produit réalisé, quoi. Moi, personnellement, je préfère ce type de vidéo que la vidéo Lars von Trier un tout petit peu, même s'il en faut, ça fonctionne sur les réseaux sociaux, on ne dit pas le contraire, mais c'est vrai qu'il faut avoir les deux, quoi. Et l'image de Nantes Métropole, elle se traduit par une identité visuelle, elle se traduit par une qualité des vidéos que l'on produit. Alors évidemment, après, on ne peut pas tout produire dans le cadre des marchés publics, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos métiers ont évolué. Nos journalistes, avant, ils partaient uniquement qu'avec un crayon. Aujourd'hui, ils partent avec un crayon, une GoPro, ils sont capables d'enregistrer, dans la journée, ils vont mettre sur Internet, les métiers évoluent, et donc les techniques évoluent, et on est en train de faire des outils en interne de vidéo, mais ça n'a pas la même capacité à être de cette qualité que l'on peut avoir avec un prestataire extérieur. Jérôme, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors, pour Gémeaux, il va y avoir une question de budget, forcément. On va éviter de donner à Caroline Sophia la pub télé. Hein. Non, clairement, il y a aussi quelque chose qui est très important, ça dépend du message. La façon un peu fabriquée maison, entre guillemets, apporte quand même aussi de l'émotion et apporte de la proximité. Quand on est sur une pub télé, c'est beau, waouh, voilà. Mais il y a certaines personnes, ça leur parle plus d'avoir quelque chose de vraiment en proximité, un peu fabriqué maison. Et ça transmet une émotion différente. Mais il y a aussi une question de budget, il y a une question de compétences en interne, il y a une question d'organisation derrière. Nous, clairement, au studio photo, on est... donc il y a 5 photographes maintenant qui travaillent à temps plein. Ces photographes sont des vidéastes et photographes, ce sont des couteaux suisses. Donc il y a aussi une question de compétences, une question de budget et une question d'objectif selon ce qu'on veut transmettre. Caroline et Sophia, il faut que ce soit un peu crade pour qu'on soit dedans. Si c'était trop lisse, on n'y croirait pas. Bah, c'est quand même très propre comme vidéo. Quand on voit les vidéos, c'est quand même très propre. Oui, non, c'est propre, mais après, voilà, ça dépend de l'œil. Mais oui, c'est quand même bien sûr. Ouais, c'est un peu crade.
Ah, c'est bien. Quand j'utilise le mot crade, c'est pas ça. Non, c'est pas péjoratif, voilà, on l'a c'est compris. pas On l'a péjoratif. compris. Ouais. Ouais. Effectivement, ça fait maison. Fait maison. Merci, on peut les applaudir. On peut les applaudir. Donc Arnaud Renou et Gérald Sergent. Donc après avoir parlé marketing institutionnel, nous allons aborder le comment. Voilà, comment réussir sa campagne vidéo sur le web, comment choisir les canaux digitaux les plus influents et les meilleures manières de les utiliser, comment produit-on une vidéo pour le web, à quel coût, on va en parler, et surtout comment bien manager son projet. Pour ça, eh bien, je vais vous demander d'accueillir chaleureusement nos deux experts. Catherine Schilliger, elle est directrice de production et consultante en audiovisuel, pardon, et Jérôme Poulain, directeur associé Mstream et cofondateur du média connecté France Live. Merci à vous tous. Merci Gérald. Et bien sûr, on continuera la discussion tout à l'heure pour la pause gourmande. Excusez-moi Catherine, je m'hydrate. Parce que je sens que je savonne. Il fait chaud derrière les baies. C'est bien. Allez, Catherine, on va donc commencer avec vous. Vous collaborez, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer, on ne va pas se mentir. Vous collaborez avec de grands comptes, entre autres pour Renault, qui a senti très rapidement l'importance des réseaux sociaux pour accroître sa notoriété et son image, en créant même en 2010 sa propre chaîne télé, Renault Télé. Mais j'aimerais qu'on commence avec un chiffre, 50 millions. 50 millions. En fait, il y a une grosse... Oui, effectivement, Renault a senti très vite l'importance du digital. Donc, en fait, il y a un service dédié qui s'appelle Transformation Digitale ou Digital Factory, qui est là pour développer tout le digital chez Renault. Donc, ça veut dire autant le digital vente, concession, client. C'est ce qu'on voit quand vous pouvez utiliser dans les concessions ou même sur le site Renault, de configurer vous-même le modèle de voiture que vous voulez, c'est-à-dire la couleur, les intérieurs. Il y a le digital interne, c'est-à-dire la communication sur l'intranet Renault dédié aux salariés de Renault. Et bien évidemment, ce qui a apporté tout ça, c'est avant tout l'arrivée des réseaux sociaux. Donc certes, Renault a très vite compris qu'il y avait une vraie viralité, que les réseaux sociaux étaient un véritable média. En 2010, ils ont créé leur chaîne de télévision qui était diffusée sur le site Renault et sur CanalSat, donc sur des chaînes hertziennes. C'est avéré qu'en 2013, on a très vite compris qu'avec l'arrivée de Facebook, Twitter, il fallait communiquer autrement, que les gens regardaient ce type... Parce que la TV Renault, il y avait plus de documentaires, des documentaires autour de l'automobile. On était sur des sujets plus longs. En 2014, qui est une année charnière sur le digital et les réseaux sociaux, il fallait communiquer autrement, faire quelque chose de plus simple, de ludique, d'informatif, tout en gardant bien à côté la publicité hertzienne, télévision, enfin ça, on reste dessus. Donc la chaîne s'est arrêtée et passée sur... en gros, YouTube est devenu la chaîne pour Renault pour des sujets un petit peu plus longs. Et on a développé aussi, donc, plusieurs... sur les réseaux sociaux, il y a Twitter, Instagram, Facebook. Renault a 8 pages Facebook. Mais ça sert à quoi? Alors juste j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils se sont lancés sur les réseaux sociaux. C'est un sentiment d'appartenance? Exactement. Ça permet de créer de l'appartenance à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est on est moins dans la publicité parce qu'on vend des voitures. Donc on reste sur un produit. Là, c'était ouvrir la porte de l'entreprise. C'est-à-dire faire connaître la philosophie de Renault, voir comment on travaille chez Renault, comment on développe ses véhicules, parce qu'avant d'avoir une voiture dans une concession, il y a tout un travail qui est fait pour les personnes. Donc c'est ça. Et puis la montée en puissance des réseaux sociaux. On a vu qu'on touche un plus large public en travaillant sur les réseaux sociaux. Par contre, il faut cibler les productions en fonction du réseau. Alors justement, on va parler des réseaux sociaux, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a l'impression que Renault, qui est une marque extrêmement forte, a bien compris que les réseaux sociaux devenaient un média à part entière. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que voilà, on va diversifier les productions. Par exemple, sur Twitter, on va être plus sur des films, on va dire révélations, j'ai envie de dire petits teasers, comme par exemple à chaque grand salon de l'automobile, tel Paris tous les 2 ans, Francfort, Genève, on va diffuser sur Twitter, on va faire le buzz avec l'arrivée du nouveau, là cette année c'était à Francfort, si je ne m'abuse, non Genève, pardon, excusez-moi, Genève, ce sera Paris en septembre. À Genève, on a filmé l'arrivée du nouveau Scénic sur des petits formats très courts.
On avait fait à Francfort l'année passée l'arrivée de Talisman qui était arrivé directement de Paris. Donc ça, c'est vraiment destiné à Twitter. On fait le buzz autour d'un véhicule pour l'annoncer. On peut même l'annoncer en amont avant sa révélation au salon. Ensuite, YouTube, on reste sur YouTube et Facebook. YouTube, on reste sur une chaîne, je rejoins Gérald qui parlait, où là, on est sur des sujets un petit peu plus longs, où là, on ouvre vraiment les portes de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va montrer comment on travaille. On va utiliser des genèses, vous montrer comment est fait le design d'une voiture, comment elle est fabriquée, par qui, ce qui est en soi aussi important. Facebook, j'ai un peu envie de dire que Renault l'utilise, on est entre les deux. On peut avoir des petits films très courts, très ludiques, très informatifs, et on peut en avoir, quand je dis très court, on est sur du 45 secondes, mais on peut aller jusqu'à 1 minute sur Facebook, qui pour moi est un média entre les deux, où les gens effectivement passent, regardent, il ne faut pas y rester trop longtemps. Et effectivement, YouTube, on y reste plus. Instagram, bon, comme son nom l'indique, on remonte des tout petites séances pareilles, très rapides, de jolis films produits, voilà. Et c'est important aussi, donc les réseaux sociaux, parce que là, à peu près au niveau des chiffres, je me suis un petit peu renseigné, forcément. C'est 16 millions de fans sur la page Facebook, donc d'où l'importance de créer des vidéos exprès pour justement spécifiques à Facebook. Ouais. Ouais. Oui, il y a une vraie classification et les productions qui sont destinées à un des réseaux. Quelle est la stratégie de Renault en matière de production pour produire des vidéos uniquement pour le web ? Alors, en fait, c'est pas uniquement pour le web. Alors, on part toujours de la publicité. Parce que la publicité, c'est le marketing. L'environnement du véhicule est décidé dès le départ. Quel environnement, quelle cible, enfin voilà. Donc, de toute façon, tout ce qui est produit derrière est issu de la publicité, où là, on est sur des gros tournages. Ensuite, Renault va créer ce qu'on appelle des banques images. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça peut durer très longtemps dans l'utilisation derrière et pour de multiples utilisations. Moi, je m'occupe principalement de ça aussi. C'est-à-dire qu'on va suivre la fabrication d'un véhicule de A à Z. Et on va en créer un bout à bout de rush, ponctué d'ITV, des designers intérieurs, extérieurs pour ce qu'on appelle les genèses design. Ensuite, on a les genèses fabrication. Donc là, on va aller en usine. On va aller dans les ateliers qui fabriquent les premiers véhicules, les prototypes. Et on va suivre toute la fabrication du véhicule. Donc le maquettage, qu'il soit numérique ou qu'il soit physique, parce qu'on utilise encore le maquettage physique, un petit peu en sculpte. Donc on va avoir tout ça. Tout ça est mis ensuite à la disposition de toute l'entreprise dans une vidéothèque. Et à partir de ça, chacun peut aller chercher les images fait son marché, quoi. Voilà, fait son marché. Et on fait la même chose au moment des lancements de voitures, qui sont toujours essayés par les journalistes sur une grande période donnée, où là, on génère aussi ce qu'on appelle un bobinopresse. Donc un bobinopresse, c'est un bout à bout d'images, de très belles images de la voiture en dynamique, en statique, avec personnage ou sans personnage, qui est mise à la disposition des journalistes. Donc là, pour remonter leur sujet quand ils n'ont pas le temps, eux, de le faire sur le terrain en venant essayer la voiture. On leur met à disposition. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir quelquefois dans Turbo, parce que Turbo, ils viennent sur les essais, ils essaient, mais parce qu'ils n'ont pas les autorisations aussi pour bloquer les routes comme nous, on sait le faire. Enfin, demander, voilà, c'est pas toujours simple. Et ça, pareil, c'est mis à la disposition de l'entreprise et des journalistes ensuite pour faire des montages. Alors moi, je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, de comment est-ce qu'on produit une vidéo chez Renault pour faire le buzz, de regarder une vidéo des vœux. Elle est magnifique, regardez. It's true, baby, have no doubt. You'll see the fire in me. I light up everything and watch your whole world burn to the ground. You'll see how cold I can be. Shoot you a smile and a wink before I lay you down, baby, down. You're my
Et donc voilà, ça sert à ça aussi, cette banque d'images. Hein. Typiquement, ça c'est la carte de vœux de Renault digitale. Donc en fait, elle a été créée pour des raisons budgétaires aussi, hein, il ne faut pas se leurrer, Renault ou pas, on fait tous attention au budget. Les 3 premières séquences que vous avez vues qui concernaient Mégane, Zoé et Talisman, et la dernière sur Espace, ont été spécifiquement tournées pour la carte de vœux. Comme on ne pouvait pas, alors c'est très simple, ce n'est pas des budgets conséquents. Enfin, sincèrement, on n'a pas été chercher midi à 14h, on avait des équipes très légères, on a fait un petit tournage. Et pour compléter, comme on ne pouvait pas dans le timing et dans le budget retourner pour tous les véhicules comme Kadjar, comme tous ceux que vous avez vus dedans, on est allé chercher des extraits de la publicité, des extraits de banque images qui existaient ou de films marketing qui ont été faits pour les salons. Ensuite, on a remonté tout ça et étalonné pour qu'on reste sur une même image. Donc voilà, là, c'est typiquement un produit et qui en plus a été créé pour être envoyé à tous les prestataires de Renault, alors une carte de vœux, mais aussi qui a été mise sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Très clairement, alors là, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est vraiment complet. Ah, il est flagrant, ouais. Il est flagrant de la façon de produire pour le web chez Renault. Avec une belle optimisation des coûts. Optimisation des coûts, forcément. Et voilà ce que ça donne. Alors vous, quand vous travaillez avec le DIRCOM de Renault, comment ça se passe, l'opérationnel? Quand on a les mains dedans, quoi. On vient vous voir, on vous dit voilà, on voudrait faire ça, comment vous faites? Avec le DIRCOM, ça dépend, parce qu'après, c'est différents secteurs. Moi, je travaille aussi avec la partie marketing. Donc, marketing, on est très produit. On est sur des budgets qui sont plus conséquents. Ça, c'est ce qui se fait, j'ai envie de dire, vraiment en amont. Après, quand on est sur des films web, alors soit on décide qu'on réutilise des images existantes, on complète. Donc là, on est sur des budgets médiums. Et il faut rester sur quelque chose qui soit adapté au web, mais qui soit utilisable aussi en interne sur l'intranet. J'ai envie de dire que maintenant, les vidéos sont quand même toutes pensées pour, à un moment donné, terminer sur le web, parce que c'est quand même l'outil le plus utilisé, que ce soit en interne ou en externe. Donc, pour produire, du coup, c'est varié, parce que soit on fait des petites équipes, comme les 3 premières petits modules que vous avez vus, où on était en équipe légère, parce qu'on avait juste un caméraman, une assistante, et voilà. Donc, et le reste de l'équipe, c'est tout. Il avait un Steadicam, un B-Steady, et on a fait les images comme ça, c'est tout. Avec un peu de machinerie, ce qui est très simple. Soit on y met un petit peu plus quand on fait par contre les bobinopresse et les banques images. Là, on a un petit peu plus gros, on a des grues, on a un peu plus de machinerie, mais en règle générale, j'ai un chef opérateur, j'ai pas forcément un réalisateur. Et on crée de l'image, alors c'est de la plus belle image, mais on est toujours dans cette optique de ne pas perdre en qualité et que ce soit diffusable partout. Voilà, bon, pas à la télévision, là on reste dans de la pub, mais tous les autres, de toute façon l'outil majeur, la diffusion chez Renault de vidéos, hormis dans d'autres colloques ou des situations extérieures, c'est les mêmes qui servent de toute façon que sur le web. J'ai envie de dire, hormis la publicité qui est sur la télévision, les utilisations sont quand même maintenant chez Renault propres au web. Alors on parle de production, maintenant on va parler des cibles. Ouais. Quelles sont les cibles visées, internes, externes, grand public? Mais en fait, quand on fait de la publicité, évidemment qu'on cible tout le monde, parce que tout le monde, en gros, regarde la télévision, on va dire. Mais bon, voilà, on cible les gens quand ils achètent une voiture. Quand on utilise le web, on cible beaucoup plus large. Et comme je le disais tout à l'heure, on permet à ce plus large public de découvrir l'entreprise. Donc là, on joue sur l'émotion, comme on en parlait tout à l'heure, parce que la vidéo amène à ça. Donc l'humain, qu'on voit à travers ces images aussi. Mais, et tout le monde en rêve dans la com, les managers, c'est que là, on fait aussi une économie, c'est-à-dire qu'on fait aussi une communication interne. Parce que quand vous vous retrouvez avec une vidéo qui présente le travail des ouvriers en usine et qui est sur Facebook ou sur YouTube, parce que sur YouTube, il y en a beaucoup, on crée une véritable appartenance pour le public interne. Enfin, les gens, parce que c'est quand même des métiers compliqués. Enfin, moi, j'aime beaucoup la partie usine, donc oui, je vais m'attarder un petit peu. Mais je trouve que c'est valoriser les personnes, ce qui n'était pas forcément fait avant, c'était plus compliqué. Alors que maintenant, ces gens-là peuvent se retrouver à un dîner, on leur dit « Ah, mais on t'a vu dans la vidéo. » Et ça, je pense que ça crée une vraie cohésion. Donc, en matière de communication interne, ça a une réelle force. Enfin, ça, c'est vraiment...
externes aussi, mais ça on le sait puisque tout le monde regarde le web. Mais je pense que là, on ouvre vraiment un public très très large. Ouais, le spectre est beaucoup plus large. Ouais. On parlait de sentiment d'appartenance pour le grand public, avec la viralité des vidéos sur le web, Facebook, etc. Mais aussi sentiment d'appartenance pour ceux qui travaillent au sein même de Renault. Bien sûr. Ouais. Puis bon, avant on achetait une voiture très bien. Alors hormis les gens qui sont passionnés d'automobile et rêvent de savoir comment on fabrique une voiture, je suis pas sûre qu'on se pose tous la question quand on achète une voiture de savoir comment elle est faite. Sauf que quand on découvre la façon dont c'est fait et le travail qui est derrière, et ben forcément, ça apporte un tout petit peu plus de choses à cette voiture parce que c'est quand même relativement intéressant. Moi, la première, en tant que femme, je pensais pas il y a 17 ans me passionner pour l'automobile, clairement. Et ben je suis tombée dedans. Voilà. Et dernière question, quel est l'avenir pour vous, selon vous, justement, de la vidéo sur le web ? Ben, je pense que là, on est dans les chiffres, je ne suis pas très chiffre, mais en gros, on estime en ce moment la vidéo à 65% de trafic sur le web. En gros, d'ici 2020, on sera entre 81% et 95%. Parce que vraiment, on génère de l'émotion. On va être au-dessus, comme on parlait tout à l'heure, différent de la photographie. On amène des choses aux gens, c'est vivant. La vidéo rentre dans votre maison, j'ai envie de dire. Enfin, on est vraiment projeté dedans. Sur le Je pense qu'il y a smartphone, partout, les voilà. tablettes, oui. On les a partout, donc je pense que ce sera un moyen très très fort, c'est un véritable média de com. Avec un process beaucoup plus léger aussi. Oui, parce que voilà, on a toutes ces budgétairement, bon, je vous le disais pas tout à l'heure, mais en gros, les banques images telles qu'on a vu, enfin, les jeunesses qui sont faites sur une durée de 2 ans, ce qu'on suit un véhicule dans sa fabrication de 2 ans, selon les véhicules, parce qu'il y en a des qui sont positionnés un petit peu plus haut, on est sur des budgets de 20 000 à 30 000 euros selon les véhicules, sur 2 ans pour créer cette banque image. Et l'optimisation va, en gros, on renouvelle les véhicules tous les 5 ans. Hormis les phases 2, on change quelques petites choses, mais en gros, c'est tous les 5 ans. C'est une belle optimisation pour un petit remontage derrière après. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Catherine Chiligère, consultante en audiovisuel. Alors n'hésitez pas, vous qui nous regardez en direct sur le live stream sur la web TV Subdecom partout en France, hashtag #CToCom. On attend vos questions à la fin de cette seconde partie pour poser vos questions à Catherine et à Jérôme. Jérôme, on va parler donc avec lui, donc directeur associé M-Stream et cofondateur du média connecté France Live. Nous allons parler management de projet. Jérôme, c'est ça hein? C'est ça, dans les grandes lignes. Ouais, vous êtes donc expert en production vidéo et en digital. Alors, d'abord, dans quel cas peut-on avoir besoin de produire de la vidéo ? Alors, l'idée, là, j'ai voulu un petit peu synthétiser les différents besoins qui peuvent amener à créer du contenu vidéo. La première des choses, alors ça peut paraître évident, mais pour faire de la vidéo, on émet un message. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des choses à raconter, des choses à dire. Et à travers une vidéo, on peut vraiment susciter de l'intérêt, susciter de l'émotion. On parlait tout à l'heure de sentiment d'appartenance. Et la vidéo va permettre comme ça de créer un sentiment d'appartenance autour d'un produit, autour d'une marque, voilà, et de fédérer aussi des équipes. Donc c'est ce que peut permettre la vidéo. La deuxième chose, c'est de faire du buzz. Alors buzz, pas forcément au sens viral du terme, mais en tout cas de faire de la notoriété, de se faire connaître. Alors ça peut être par le biais de la publicité télévisée. Hein. Aujourd'hui, la télévision reste malgré tout le mass média qui permet de diffuser le plus largement possible un contenu vidéo. Mais les réseaux sociaux permettent d'aller cibler beaucoup plus précisément les personnes qui peuvent être intéressées par les produits et aussi évidemment de faire de la viralité. Je vais y arriver. Après, on fait de la vidéo quand on a des images à montrer. Quand on peut expliquer quelque chose grâce à des explications qui peuvent être soit par le biais de motion design, quand on n'a pas d'images qui peuvent être filmées grâce à des caméras, ou sinon on fait de la prise de vue classique, mais en tout cas il faut vraiment avoir des choses qui peuvent être montrées en vidéo, sous forme de vidéo. Un rapport d'expert comptable n'a pas d'intérêt à être montré en vidéo par exemple, pour être très concret. Et puis on utilise la vidéo pour créer aussi un rendez-vous régulier, alors soit pour l'intégrer à une newsletter, pour l'intégrer à une campagne télévisée qui va être récurrente, alimenter une chaîne YouTube également. Donc c'est un contenu qui est facilement récurrent. Voilà, dans les grandes lignes, les besoins qui peuvent amener à la création d'une vidéo.
Alors après, comment est-ce qu'on rédige un cahier des charges pour faire de la production vidéo? Donc nous, on est une agence de production, donc on est en lien avec des annonceurs, avec des clients qui ont des besoins de production vidéo. Et souvent, le brief de départ influe énormément sur la qualité de réalisation du produit final. Quand le brief n'est pas clair au départ, généralement, la vidéo ne répond pas complètement aux attentes. Alors, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais c'est important de les rappeler. La première chose, c'est que dans un brief, il faut expliciter des objectifs. Alors, aussi bien les objectifs de la vidéo en elle-même, mais dans quel cadre elle va s'inscrire, dans quelle stratégie globale elle va s'inscrire. Au-delà de la stratégie de communication, il faut vraiment l'expliquer dans la stratégie de l'entreprise. Quand Renault sort un véhicule, voilà, ça fait partie vraiment de la stratégie de l'entreprise. Et la promotion ou l'explication du produit sous forme de vidéo ont toute leur importance. Et puis, au-delà des objectifs globaux, c'est important de déterminer un grand message qu'il faut retenir pour les gens qui vont regarder la vidéo. On ne peut pas forcément se focaliser sur tous les sous-messages qui vont l'intégrer, mais s'il y a une seule chose à retenir sur la vidéo, qu'est-ce que ce serait? Donc ça peut être que c'est un produit qui est innovant, qu'on est dans une entreprise qui est très créative. Donc voilà, un message simple, qui est facile à retenir et qui va servir de ligne directrice à la production de la vidéo. Après, détailler les attentes de la cible, évidemment bien identifier de la cible. Regardez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas parmi les concurrents, faire un vrai benchmark auprès de vos concurrents, mais aussi auprès d'autres analogies qui peuvent être faites par rapport à votre domaine d'activité. Et puis surtout, ce qui est important dans la vidéo, c'est les médias de diffusion qui sont envisagés, même si ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toutes les vidéos, à un moment donné, vont se retrouver sur le web. Au départ, ce n'est pas forcément le cas. Elles peuvent être destinées à un événement, à alimenter un événement. Elles peuvent être destinées à la télévision, au cinéma. Et dans ces cas-là, aussi bien le mode de production que la conception vont être complètement différents. Et après, il pourrait y avoir des adaptations pour le web. Mais en tout cas, le média de destination de départ est très important. Et puis après, évidemment, une deadline. Et puis, un budget. Alors, le budget, dans le brief, c'est important de le préciser parce qu'en fonction du budget, on n'arrive pas forcément au même résultat. On parlait d'automobile tout à l'heure. Dans tous les cas, vous avez 4 roues, 5 places, un volant, et puis vous allez d'un point A à un point B. Pour la vidéo, c'est la même chose. Une vidéo, ça reste une vidéo, mais c'est pas forcément parce que c'est court que c'est moins cher. Une publicité télé, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros alors que ça dure quelques secondes. Et vous pouvez très bien faire un plan fixe qui dure 24 heures et ça va vous coûter quelques centaines d'euros. Donc voilà, c'est bien important de préciser, c'est toujours une question de moyens, quels moyens on va mettre en place pour produire la vidéo, hein, et bien l'adapter du coup au projet et aux objectifs. Alors on arrive toujours à se débrouiller, mais voilà, c'est important de le préciser. Alors, le rôle d'une agence audiovisuelle, c'est d'accompagner toute cette stratégie de production vidéo. Alors, c'est pas un rôle forcément technique, hein. Il y en a qui vont considérer que c'est forcément technique. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Ça va toucher à l'artistique, ça va toucher à l'éditorial. Et évidemment, ça demande une maîtrise parfaite de tous les outils et des équipements qui peuvent être associés. Donc les agences vont intervenir aussi bien au moment de la conception pour créer ce qu'on appelle des formats. Vous savez ce que c'est un format en audiovisuel ? Un format, c'est le fait de créer. Vas-y, Vincent. Non, vas-y, je te laisse Donc, faire. Par exemple, on va décider de créer un rendez-vous qui va être tous les jeudis soirs à 20h, un format live de 10 minutes. Qui va être pour moitié en motion design, pour moitié en prise de parole. Et ce rendez-vous récurrent va créer un format qui va pouvoir être dupliqué, décliné, et qui va former corps avec l'identité du programme qu'on a envie de créer autour de la marque ou autour du produit. Donc on essaie de travailler sur des formats qui peuvent être soit one-shot quand c'est pour un événement par exemple, soit quand c'est destiné à être récurrent. Donc là on va travailler sur d'autres typologies de formats. Donc après au moment donné de la production, tout ce qui est mettre en place les moyens, et puis après tout un accompagnement au moment de la diffusion, parce qu'il ne suffit pas d'avoir livré un fichier sur WeTransfer pour que la diffusion se passe bien, mais il y a tout un accompagnement et une réflexion qui se passe au moment donné de la diffusion sur comment on alimente sa chaîne YouTube, à quel moment on va programmer sa campagne de diffusion télévisée. Donc voilà, tout un process d'accompagnement autour de la diffusion également. Alors concrètement, Jérôme, vous avez quand même des exemples à nous montrer. Oui, alors quelques petits exemples pour vous montrer qu'aujourd'hui, la vidéo est devenue, a pris une part importante
dans les organisations, dans les entreprises. On va commencer par un exemple pour une start-up pour qui on a travaillé, qui s'appelle Hector. Alors, Hector, c'est quoi? C'est une station connectée, c'est une station météo qui est connectée, un thermomètre connecté. Donc, au départ, comme toute start-up, ça part d'une idée, d'un bout de papier, et puis on fait un business plan et on essaye de vendre à des investisseurs ou à ses premiers utilisateurs le produit. Donc, là, nous, on a intervenu sur la conception de la vidéo qui a été ensuite diffusée sur le site Kickstarter. Donc, sur le site Kickstarter, il y avait cette vidéo qui est vraiment très explicative sur les fonctionnalités du produit, de manière à se projeter dans le futur puisque le produit n'existe pas. Et puis après, il y avait une vidéo de témoignage des fondateurs qui expliquaient comment ils avaient conçu, un petit peu comme les voitures Renault qui sont expliquées. Là, eux, ils expliquaient comment ils ont conçu, pourquoi ils l'ont conçu. Donc ça, la vidéo peut vraiment servir à lever des fonds en termes de crowdfunding, à chercher des investisseurs. Et donc ça leur a permis de vendre les 1000 premiers exemplaires du produit, de trouver des investisseurs pour le développement de leur produit. Deuxième exemple, en matière d'événementiel, aujourd'hui, il n'y a plus un seul événement dans le monde qui ne se conçoit pas sans une partie vidéo. La partie vidéo lors d'un événement, elle est essentielle. Donc, nous, on a l'occasion de travailler pour le Web Today, pour qui on réalise. Donc, le Web Today, c'est un événement sur le digital qui se déroule au mois de juin depuis quelques années maintenant. Et donc, on travaille avec eux sur toute la stratégie audiovisuelle. Donc, ça ne se limite pas à mettre des caméras dans des salles. Quand on va filmer un événement, il faut vraiment réfléchir à ce qui est filmé. Qu'est-ce qu'on voit à l'image? Donc, en l'occurrence, on a travaillé sur le Web Today à toute la mise en scène, tout ce qui va se passer sur la scène, tout ce qui se passe en décor, en arrière-plan, tout ce qui va se passer en jingle, en habillage. Et puis, d'ailleurs, il y a les photos de William Jezekiel qui est dans la salle, qui l'a reconnu. Voilà, donc on a travaillé sur toute la scénographie de manière à ce que le rendu filmé, que les spectateurs vont pouvoir voir depuis chez eux, les internautes depuis leur smartphone ou leur ordinateur, retransmettent les mêmes valeurs que le spectateur qui est dans la salle. Donc ça permet d'augmenter l'expérience spectateur aussi bien en présentiel qu'en distant. Et puis ça permet aussi de créer une base de connaissances qui va être réutilisée au cours de toute l'année pour créer un lien avec les spectateurs, donner des rendez-vous réguliers autour de l'événement. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, Vincent. Oh, vas-y, tu peux y aller, je te dirai, Okay. je te couperai, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, l'événement, en l'occurrence, était diffusé en live, et puis après, toute la base de connaissances en vidéo à la demande. Donc on peut créer comme ça beaucoup de contenu autour d'un événement, aussi des plateaux TV, des contenus off, des making-of, donc montrer un peu l'envers du décor. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ensuite, au niveau des marques, de plus en plus d'enseignes de distribution, donc ça peut être les Castorama, les La Paire, Decathlon, produisent des contenus vidéo pour expliquer leurs produits, mais de plus en plus pour des produits qui vont être un petit peu techniques, aussi bien en B2C qu'en B2B, elles vont avoir besoin de produire des vidéos qui sont techniques. Et donc là, on a l'exemple de Saunier Duval, qui est un fabricant de chaudières, qui a ses usines à Nantes, qui fait partie du groupe Vaillant. Et donc là, on a des vidéos qui sont produites vraiment pour expliquer l'utilisation du produit. Donc là, on est dans un usage qui est très technique, qui peut être utilisé. Donc là, c'est utilisé dans le cadre d'un intranet, mais ça pourrait être utilisé sur ce que peut faire Leroy Merlin ou Castorama. C'est des vidéos qui vont montrer l'utilisation du produit et donner aussi envie d'acheter ce produit. C'est simple d'utiliser mon produit, donc vous allez pouvoir l'acheter. Donc au-delà de la diffusion, au-delà du côté pratique de la vidéo, on va avoir un côté vraiment vendeur, un côté commercial pour vendre de la vidéo. Ensuite, l'exemple suivant. C'est publicitaire Finistère. On termine avec ça, On va terminer avec ça, puis après je vais revenir un petit peu sur les réseaux sociaux. Bien sûr, oui, on aura le temps. Alors là, il y a une petite vidéo, je vous laisse regarder. Bienvenue chez toi, visiteur. Oui, c'est bien de toi dont je parle. Toi qui cherches l'essentiel, qui veut découvrir le monde. Toi qui dis non. Non à la corvée de l'installation. Non à l'exploitation des campeurs. Je te comprends.
Moi-même, j'ai une petite faiblesse au niveau des lombaires. Ici, chez les Click et Camp 29, nous avons tout prévu pour que tu n'aies à te soucier de rien. Tente tout équipée, réfrigérateur, table, vaisselle. Tu n'as plus qu'à te poser et à profiter du paysage. Elle est pas belle la vie? Respire. Alors si toi aussi, tu veux alléger ton existence et chevaucher librement les ailes du plaisir, rejoins-nous. Pense juste à ramener ton duvet. C'est camping. Ce qui est bien avec le Click et Camp 29, c'est qu'on gagne pas mal de temps pour aller à la plage. Et pour prendre l'apéro. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une vidéo. Donc le brief de départ, c'est d'expliquer, de faire la promotion d'un produit autour du camping. Donc ce qui n'est pas forcément très facile à mettre en image de manière originale, surtout quand dans le brief, on nous dit je veux que ma vidéo soit virale et fasse du buzz. Donc là, on est parti sur un scénario qui est décalé, qui est destiné aux réseaux sociaux et voilà, donc sous une forme plus fictionnelle. Alors justement, parce que voilà, vous avez diffusé, enfin on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même assez bien, tu as montré 4 exemples concrets. Est-ce que l'on diffuse le même type de contenu vidéo selon le réseau social? Non, alors complètement, c'est ce qui est très important, c'est on peut avoir un support final, comme on le disait tout à l'heure pour la télévision, ou un support précis sur le web, mais on ne va pas diffuser la même chose, quel que soit le réseau social ou le support. Hein. Chaque réseau social a vraiment ses spécificités, que ce soit YouTube ou vraiment ça va être la bibliothèque de vidéos. Vous n'allez pas faire des vues juste en diffusant sur YouTube, c'est ce que disait Gérald tout à l'heure. C'est pas suffisant juste de mettre sa vidéo sur YouTube, il faut vraiment accompagner ça d'un plan de communication plus large. Un média comme Facebook qui va venir s'intégrer dans votre vie quotidienne, les vidéos vont venir s'intercaler avec tout le principe d'autoplay. Donc ça veut dire qu'on a des vidéos qui doivent être hyper percutantes dès les 5 premières secondes. C'est-à-dire on va enlever tous les jingles de début par exemple. Il faut vraiment que la vidéo parte très vite. Donc à partir d'un produit de départ, d'une vidéo de départ, on va pouvoir décliner comme ça en fonction du réseau social différentes déclinaisons. On va pouvoir faire des déclinaisons qui correspondent à chacun des médias. Il n'y a aucun intérêt à mettre une vidéo en intégralité sur Twitter, par exemple. Voilà, chaque support a vraiment ses spécificités et il faut vraiment travailler pour que ce soit cohérent sur l'ensemble. Et puis au-delà des réseaux sociaux, le plus important quand même, c'est que le média, ça reste quand même vous, ça reste quand même votre marque et les supports que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise ou au sein de votre organisation. Donc c'est aussi important de concevoir la vidéo pour qu'elle soit diffusée au sein de vos événements, au sein de vos sites internet. Voilà, c'est vraiment important de les diffuser et de l'intégrer dans votre stratégie de communication aussi en interne, parce que ça peut faire partie aussi d'une stratégie de communication quand on amène des caméras dans une entreprise ou dans un débat public. Voilà, ça fait partie aussi du décorum et donc c'est important. Un dernier mot de conclusion? Oui, donc j'avais un slide après, si on peut passer à la régie. Voilà, donc c'était ça, donc vos événements, diffusion interne, réseau d'écran. Et puis au-delà de ça, donc aujourd'hui chaque organisation devient son propre média et on peut aussi devenir sa propre chaîne de télévision. Donc YouTube permet d'alimenter très régulièrement ces contenus vidéo. Mais si on va regarder un petit peu plus loin, il y a des marques. On peut parler de Red Bull, par exemple, qui a un modèle là-dessus. Si vous allez voir ce que fait Red Bull, ils ont créé une chaîne qui s'appelle Red Bull TV, qui est notamment disponible sur l'Apple TV. Et donc, sur Red Bull TV, vous allez retrouver tous les produits, toutes les productions vidéo qui sont faites, non pas sur les canettes Red Bull, mais autour de la marque Red Bull, donc dans les valeurs de la marque. Donc, ça va être du sport extrême. Et ce que permet l'Apple TV, par exemple, c'est d'arriver sur l'écran de télévision, qui est un écran assez difficile à pénétrer, sans passer par le biais des chaînes de télévision, sans acheter des campagnes sur des chaînes de télévision. Donc ça rapproche le spectateur et la marque. Donc c'est intéressant, c'est des choses qui vont se développer dans les prochaines années. Voilà. La deuxième chose qui va se développer qu'il faut surveiller, c'est tout ce qui va être réalité virtuelle. La réalité virtuelle,
aujourd'hui, quand on regarde les GAFA, c'est là où elles investissent le plus. En tout cas dans l'intégration web. Facebook qui a intégré la vidéo 360 degrés. Là, on voit la photo de Mark Zuckerberg qui était au Mobile World Congress, qui faisait sa conférence de presse devant un parterre de journalistes, qui étaient tous équipés de casques de réalité virtuelle. Donc c'est une photo qui est assez forte. Ça fait le buzz. Et la réalité virtuelle, la vidéo fait partie intégrante de ce développement-là. Donc ça va mettre du temps à s'installer, ça va peut-être mettre 5 ans, il y aura peut-être d'autres technologies qui vont se développer en parallèle. Il y a les hologrammes par exemple qui peuvent arriver dans les prochaines années. Mais intégrer de la vidéo dans des casques de réalité virtuelle, ça va être quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est essentiellement des usages en termes de divertissement, en termes de jeux vidéo notamment, mais il y a des usages qui commencent à se développer en termes industriels. Il y a Airbus et STX qui ont conçu un centre de réalité virtuelle pas très loin d'ici, à Saint-Nazaire, pour faire des essais, pour pouvoir concevoir des produits grâce à la réalité virtuelle. Et il y a d'autres usages qui sont en train de naître. Donc c'est des choses qu'il faut surveiller. Et pour les early adopteurs, pour les marques qui veulent tester des choses, qui veulent avoir un côté différenciant sur ça, ça peut être intéressant. Eh bien merci Jérôme, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Jérôme Poulain, fondateur associé d'Aimstream et de France Live. Alors maintenant, on va passer au traditionnel jeu des questions du public. Alors qui veut poser une question avant de faire une pause gourmande? Premier heure du café, il y aura des petites madeleines, de la viennoiserie. Alors qui veut poser la première question? Ou alors je me tourne directement vers Mehdi pour une question Twitter. Ne soyez pas timide. Je n'ai jamais vu une conférence sans une question du public. Alors qui se lance? Attention, attention. Ah, voilà, je me disais bien. Alors, hop. Alors. Mais toutes les questions sont pertinentes. Il n'y a pas de mauvaises questions. Tout à l'heure, vous avez dit que, notamment sur Facebook, les vidéos, c'était jusqu'à 1 minute, à peu près. Moi, je prends mon exemple, je travaille pour un média, donc c'est très difficile de découper de la vidéo. Enfin, voilà, on a un propos journalistique, donc c'est quand même... on peut pas forcément... ou alors, il faut vraiment faire un vrai teaser sur le sujet, quoi. Donc, on peut pas se permettre de faire ça pour chacun des sujets. Et du coup, je me questionnais sur des formats quand même relativement courts. Est-ce qu'ils ont leur place sur les réseaux sociaux, notamment des formats comme, je sais pas, du 3 minutes, du 4 minutes? Est-ce qu'on peut se permettre de mettre ça en autoplay ou alors il faut plutôt le partager à partir d'une plateforme? Jérôme, alors sur Facebook, effectivement, la première minute va être le moment donné qui est le plus vu. C'est pas parce que c'est plus long qu'il faut forcément ne pas diffuser le contenu. Le plus intéressant, c'est de concevoir, comme vous disiez, un teaser ou un résumé qui va donner envie d'aller voir la vidéo en intégralité. Après, le gap entre 1 minute, 3 minutes, on va avoir un contenu qui est assez similaire. Il n'y a pas vraiment d'intérêt entre les deux. Donc finalement, le mieux, c'est peut-être d'aller pousser l'internaute à aller sur votre plateforme, d'aller directement sur votre média et d'intégrer plutôt des formats qui vont être spécifiques à Facebook. Voilà. Après, tout dépend aussi du média et de son positionnement. Catherine, vous voulez rebondir peut-être? Non, je vais rejoindre Jérôme. C'est soit il faut effectivement concevoir, mais j'entends bien que c'est compliqué, ça dépend des sujets, concevoir une vidéo qui peut se réduire ensuite et être proposée comme teaser, ou effectivement plus sur votre plateforme, comme les sujets un peu plus longs chez Renault sont plutôt mis sur YouTube, ce qu'on disait tout à l'heure. Facebook, effectivement, Jérôme a raison, on peut la mettre intégralement. Les gens qui sont intéressés iront jusqu'au bout de toute façon. Mais il faut qu'elle soit conçue quand même pour être hyper attractive dès le début. Oui. Enfin, il y a quand même une accroche, ça va vite. Donc voilà, et on n'a pas la même façon de le regarder. Effectivement, à chaque vidéo qu'on poste sur Facebook, il y a effectivement l'autoplay, mais il y a toujours un petit teaser qui renvoie après sur le site internet, par exemple, du média, ce qui est le cas, par exemple, pour France Live. Alors, autre question Twitter. Mehdi, tu as la parole, là. La pression. Alors, quel compromis faut-il faire entre la qualité du rendu d'une vidéo et la réactivité qu'impliquent les réseaux sociaux? Alors, est-ce que vous avez compris la question? Vous pouvez répéter la question. Vous pouvez répéter la question? Alors, Mehdi. En gros, quel compromis il faut faire entre la qualité d'une vidéo et le fait qu'il va falloir être très interactif sur les réseaux sociaux et réagir très vite pour publier du contenu? Alors je pense en fait, est-ce qu'il faut faire une bonne qualité vidéo pour être le plus attractif possible? C'est un peu ça la question. C'était le sujet. Tout à l'heure, il y a Gérald le disait très bien, il employait le mot un peu crade, un peu fait maison.
Parce qu'on aime bien ce côté-là, parce que ça... Il y a les deux, hein, j'ai envie ça de dire. nous ressemble un peu. Alors, encore une fois, oui, tout dépend de l'exigence de qualité. Sur un événement, par exemple, le fait d'avoir des vidéos qui sont crades, hein, pour reprendre ce terme, ça va pas donner forcément une bonne image de l'événement. Sauf si c'est pour montrer des coulisses, voilà, où c'est un côté qui est assumé, qui est intéressant. Par contre, si vous voulez vraiment valoriser ce qui va se passer lors d'un événement, il faut mieux, et puis donner une image forte de votre événement, la qualité de la vidéo va être importante. On en parlait aussi tout à l'heure pour le débat public pour Nantes Métropole. C'est, voilà, dès lors qu'on veut communiquer, bien expliquer, le niveau de qualité est quand même très important. Quitte à des fois être un petit peu moins réactif en termes de à mettre un petit peu plus de temps à produire le contenu que si on fait des choses plus crades. D'accord. Dernière question. Allez, une dernière question. Qui se lance pour cette dernière question avant le café? Promis, café, viennoiserie. Jérôme, toujours. Ah bah, Jérôme, on peut compter sur lui. Non, j'ai une question pas piégeuse, mais si je résume les 4 interventions, la vidéo, on peut en faire à tout crin. C'est-à-dire, on peut en produire, en diffuser, se renouveler, etc., etc. Bon, la question que je me pose, c'est en termes d'identité de marque, en termes d'identité visuelle, etc. Cette multiplication des stimuli, les logiques de storytelling, qui pilote ça, en fait? Comment on s'y retrouve en créativité? Parce que ça peut partir rapidement dans tous les sens. Entre mes collaborateurs qui publient eux-mêmes du contenu sur les réseaux sociaux, sans que je le contrôle, entre vous qui allez démultiplier les stimuli par des vidéos très différentes sur des réseaux sociaux très différents pour des publics très différents. Comment je m'y retrouve, moi? Elle est où l'unité, la cohérence? Dans la partie Renault, en tout cas, il y en a une, puisque la cohérence, c'est la stratégie du produit dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne met pas n'importe quoi sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on toute vidéo, toute image qui est produite chez Renault est définie avant tout par l'identité visuelle chez Renault. Donc de toute façon, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas mettre n'importe quel mannequin. Je veux dire, on ne met pas une fille de 20 ans dans un espace. Enfin, il y a une vraie ligne éditoriale tout le temps. Il y a une définition de l'identité du produit et on ne peut pas... moi, chez Renault, je pense qu'il y a des gens qui, évidemment, vont aller filmer avec leur iPhone un événement où il y aura des voitures dans la rue. Bon, voilà. Alors ça, on est d'accord. Mais moi, je ne considère pas ça... c'est sûr que là, ça crée un double flux. On est bien d'accord. En tout cas, tout ce qui est produit, même si c'est démultiplié et fait différemment pour les différents réseaux sociaux chez Renault, on est dans l'obligation, la stratégie l'impose, de respecter l'identité visuelle de départ du véhicule, du produit. Pour ma part, en tout cas. Mais j'entends bien que Monsieur Lambda, demain, peut... effectivement, et c'est pas Monsieur Lambda, beaucoup de gens le font. Mais je pense qu'on voit la différence. Enfin, le message n'est pas le même, pour moi. Jérôme ? Alors, pour ça, effectivement, la réponse est assez simple, même si elle n'est pas forcément toujours mise en œuvre. C'est que soit les annonceurs, soit les agents, soit les deux ensemble, créent ce qu'on appelle des chartes audiovisuelles, un peu comme on a une charte graphique avec un logo qu'il faut respecter, les couleurs, un code couleur, une disposition. Et ben, on va avoir une charte audiovisuelle qui va intégrer un certain nombre de normes, de ce que tu disais, ça peut être quel âge de mannequin on va mettre dans une vidéo, en fonction du support, indiquer des durées qui peuvent être spécifiques, en termes d'habillage graphique, une déclinaison de l'habillage. C'est ça, l'habillage graphique. En fonction du support aussi, hein, parce qu'on va pas mettre un jingle de 10 secondes par exemple sur Facebook ou sur un Vine, puisque ça dure que 6 secondes, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, on va créer toute cette charte audiovisuelle qui va régir la stratégie vidéo de l'entreprise. Eh bien, merci. Monsieur Landa ne mettra pas le logo Renault à la fin de sa vidéo, par exemple, parce qu'il ne l'a pas. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui n'ont pas entendu, alors moi personnellement, 80% des entreprises n'ont pas de charte audiovisuelle. Ah, d'accord, oui. Moi personnellement, j'ai toujours des gens qu'on avait à peu près une. Tout dépend après de la taille de l'annonceur. Oui, ça dépend de la taille de l'entreprise. C'est aussi ça. Alors quand j'entends charte graphique, j'entends aussi logo. Il suffit d'un logo. Oui, il suffit d'un logo. Donc à la limite, même si on peut le retrouver sur Internet effectivement, mais il suffit d'un logo. Parce que les grosses entreprises ont charté, y compris la police, la taille. C'est aller au-delà de la partie graphique, c'est aller aussi
vraiment sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la partie création de format, dans la partie même conception même des vidéos, on va dire, bah voilà, sur tel support, on va pouvoir créer tel type de format. Si on se dit, tiens, sur Facebook, je vais plutôt mettre des vidéos qui vont montrer les coulisses de la fabrication de mon produit, alors que sur YouTube, je vais mettre des vidéos qui sont léchées et qui vont présenter les produits finis. Donc on a 2 storytelling qui sont différents en fonction du support. Mais tout ça, voilà, ça doit être écrit et bien bordé, quoi. Et comme vous disiez, ça peut être. Il faut pas que ça vienne du n'importe quoi. Il faut qu'il y ait vraiment une stratégie globale. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Applaudissements pour nos 4 experts qui sont là. Donc, j'ai demandé à Arnaud, Gérald, venez, voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à Jérôme de s'approcher, voilà, pour conclure cette conférence, puisque c'est Jérôme, donc directeur des programmes Subdecom, qui a organisé cette conférence pour l'ensemble des écoles en France. Tu as le mot de la fin, Jérôme. Tu vas pouvoir déjà nous présenter les ateliers qui seront donc animés par nos intervenants. Alors, 2 mots de la fin. Le premier, c'est de vous remercier de votre présence, de remercier le public en live streaming et de remercier également les étudiants, de vous rappeler que si ce colloque, cette conférence a existé sur les enjeux du web et de la vidéo, c'est aussi parce que Subdecom est une école généraliste et que nos programmes évoluent d'année en année de façon à coller à la réalité du marché. Et on est sur un métier où les compétences d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain, etc. Donc, nécessité d'avoir cette formation permanente. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis en live streaming. Pour ceux qui restent, petite pause gourmande. Et juste après, 2 ateliers. Alors, lesquels ? Voilà, 2 ateliers. Un qui restera sur ce plateau avec essentiellement Catherine et moi-même et Arnaud s'il est disponible, sur les stratégies, que ce soit dans le public, que ce soit du point de vue marketing, les stratégies vidéo qu'on peut avoir sur le web. Et un second atelier qui sera avec Jérôme Poulain et Gérald, davantage sur le management des projets vidéo, prestataires extérieurs, qu'est-ce que je fais en interne, etc. Donc quand on dit atelier, il s'agit essentiellement pour vous d'être en relation avec les intervenants et de pouvoir échanger avec eux. En attendant, merci beaucoup. Le café est chaud. Et applaudissements aussi pour Jérôme Guierge qui a organisé cette matinale. Avec les étudiants B3Com qui se sont cachés. Mehdi est ici. Ouais. Merci Mehdi. Voilà. Charlotte, Laura et Clara, où sont-elles? Elles sont là-bas. Merci les voilà. les filles. Voilà, merci les filles et merci à tous. Et merci à Marie et Arthur qui sont en régie. On les oublie pas, bien sûr.